J'ai empoisonné le dîner de mon mari avec un sourire aux lèvres, en versant le poison dans son verre de Bordeaux préféré, et j'ai regardé sa gorge se contracter une dernière fois avant qu'il ne s'effondre. Mais c'est ma sœur, cette traîtresse aux yeux de velours, qui a bu la gorgée fatale à sa place. Et maintenant, le monde entier me traite de monstre pour un crime que je n'ai pas commis. Ou peut-être que si, après tout. Et le plus ironique, assise sur le banc des accusés, je sens enfin la liberté poindre, car la vengeance n'est pas dans le meurtre, mais dans la révélation qui va tout faire voler en éclats. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombre, m'a toujours paru comme un écrin de velours pour mes secrets les plus sombres. J'étais là, dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement, avec ses moulures en plâtre et ses parquets qui craquent comme des os brisés sous le poids des souvenirs. Mon nom est Élise Moreau, 35 ans, galeriste de profession, spécialisée dans les toiles oubliées des impressionnistes, ces maîtres qui capturaient la lumière fugitive, alors que ma vie n'était que ténèbres rampantes. Mon mari, Antoine, était l'héritier d'une fortune forgée dans l'immobilier, ces tours de verre qui percent le ciel de la défense comme des dagues. Nous nous étions mariés par amour, du moins c'est ce que je me disais encore à l'époque, lors de cette cérémonie sous les arches de Notre-Dame, où les cloches sonnaient comme un glas prématuré. Tout a commencé par un murmure, un de ces chuchotements que le vent emporte le long de la Seine sans jamais les restituer. J'avais surpris une conversation, un soir d'automne pluvieux, alors que les feuilles mortes collaient aux semelles de mes escarpins louboutins. Antoine rentrait tard, comme toujours, prétextant des réunions avec des investisseurs qataris. Mais ce soir-là, son téléphone a vibré sur la table de chevet, et l'écran s'est allumé comme une fenêtre sur l'enfer. Mon amour, elle soupçonne quelque chose. On doit accélérer le plan. Le message provenait de Camille, ma propre sœur, celle avec qui j'avais partagé des rires d'enfance dans notre maison de Normandie, sous les pommiers centenaires qui sentaient le cidre et les promesses brisées. Camille, ma petite sœur, de 5 ans ma cadette, avec ses boucles blondes et son sourire qui désarmait les cœurs les plus endurcis. Elle avait toujours été l'ombre à ma lumière, la rêveuse à ma pragmatique. Après la mort de nos parents dans un accident de voiture sur la 13, un virage traître près de Deauville, une nuit de brouillard, elle s'était installée chez nous à Paris, soi-disant pour trouver sa voie. Elle travaillait comme assistante dans ma galerie, rangeant les tableaux avec une grâce féline, mais je voyais maintenant que c'était une ruse. Elle et Antoine. Ensemble. Depuis combien de temps? Les messages que j'ai lus ce soir-là remontaient à des mois. Des rendez-vous dans des hôtels discrets du Marais, des promesses de « une vie sans elle », des calculs froids sur ma fortune personnelle, l'héritage de notre mère, une collection d'œuvres d'art valant des millions. La trahison m'a frappé comme un coup de poignard dans le ventre, un de ces lames rouillées que l'on trouve dans les brocantes de Saint-Ouen. Comment avait-elle pu? Ma sœur, celle qui avait pleuré sur mon épaule après la mort de maman, jurant que nous serions toujours unis contre le monde. Et Antoine, cet homme que j'aimais avec une ferveur presque religieuse, qui m'offrait des bouquets de roses tés du marché aux fleurs de l'île de la Cité, qui murmurait des « je t'aime » dans le creux de mon oreille lors de nos dîners aux chandelles chez Guy Savoie. Tout cela n'était qu'un mensonge, un théâtre bien rodé où j'étais la dupe principale. J'ai passé la nuit à fouiller, à assembler les pièces du puzzle comme un détective dans un polar de Simenon. Des relevés bancaires falsifiés. Antoine avait détourné des fonds de la galerie pour financer leurs escapades à Deauville, dans la maison familiale que je croyais mienne. Des emails codés, parlant de l'accident final, un empoisonnement discret, un faux suicide, ou pire, un plongeon dans la Seine depuis le pont des Arts. Il voulait me faire passer pour folle, pour une femme brisée par la dépression, afin de rafler l'héritage. Et le « vrai propriétaire », c'était le titre de la maison de Normandie, un bien immobilier ancestral que notre mère m'avait légué, mais qu'Antoine convoitait pour le transformer en résidence secondaire luxueuse. Le vrai propriétaire, ce sera nous, avait-il écrit à Camille. Ironie du sort, c'est ce même titre qui allait devenir leur tombeau. Le lendemain, j'ai feint l'ignorance. J'ai préparé le petit déjeuner comme à l'accoutumée, croissant frais de la boulangerie du coin, confiture de figues maison, café noir fumant. Antoine m'a embrassé sur la tempe, un geste machinal, et Camille, arrivée, par hasard, pour le brunch, a ri à une de ses blagues nulles sur les marchés immobiliers. Je les observais, ces deux serpents enlacés, et une rage froide montait en moi, une de ces colères françaises, contenues, qui mijotent comme un coq au vin pendant des heures avant d'exploser. J'ai décidé ce jour-là que la vengeance ne serait pas un cri, mais un murmure. Pas un éclat de violence, mais une lente érosion, comme la pluie qui use la pierre des cathédrales. Les jours suivants ont été un ballet de faux-semblants. Je souriais au dîner, je complimentais les choix vestimentaires de Camille. Cette robe Chanel qu'elle portait comme un trophée volé, et je faisais l'amour à Antoine avec une passion renouvelée, en me demandant si ses gémissements étaient pour moi ou pour l'idée qu'il se faisait de sa future vie. Mais la nuit, seul dans mon bureau encombré de catalogues d'art, je planifiais. J'ai contacté un avocat discret, un ancien amant de passage, pour sécuriser mes biens.
J'ai empoisonné subtilement leur confiance. Des allusions voilées sur des rumeurs d'infidélité, des regards qui s'attardaient trop longtemps sur les messages entrants. Camille a commencé à douter, à me sonder avec ses yeux de chatte apeurée. « Tu vas bien, grande sœur ? Tu sembles distante. » Oh, si elle savait. C'est lors d'une exposition à la galerie, une rétrospective sur Monet, avec ses nénuphars flottants comme des illusions, que j'ai posé la première pierre de ma revanche. Antoine avait insisté pour inviter des investisseurs, et Camille jouait les hôtesses, flottant en robe de soie noire parmi les invités en smoking. J'ai glissé un mot à l'oreille d'un critique influx, un homme aux palettes affûté comme une lame. Antoine prépare un coup en Normandie. Attention au titre de propriété frauduleux. Les rumeurs se sont propagées comme une traînée de poudre, et le lendemain, les journaux spécialisés parlaient de l'opacité des affaires Moreau. Antoine est rentré furieux, accusant mes erreurs professionnelles. J'ai pleuré, des larmes de crocodile, et il m'a consolé dans nos draps de lin égyptien, ignorant que c'était le début de sa chute. Mais la vraie tempête a éclaté un mois plus tard, lors d'un week-end prolongé à Deauville. La maison familiale, cette bâtisse normande aux volets verts et aux cheminées qui fument comme des regrets, était censée être notre refuge. Au lieu de cela, elle est devenue le théâtre de ma première confrontation. Nous dînions sur la terrasse face à la mer agitée, huîtres de Courseulles, sole meunière, et un château Margaux 2005 que j'avais ouvert avec soin. Camille portait une robe blanche qui dansait dans le vent, innocente en apparence. Antoine parlait affaires, ses yeux brillants d'avidité. J'ai levé mon verre, à la famille et à ce qui nous unit vraiment. Ils ont trinqué, mais j'avais déjà versé le poison dans le vin d'Antoine, un extrait de Digital, subtil, issu d'un herboriste occulte du quartier latin, qui mime une crise cardiaque. Pourtant, le destin, ce farceur à la française, en a décidé autrement. Camille, saoule de vin et de secrets, a attrapé la bouteille et s'est resservi une rasade généreuse, vidant le verre empoisonné d'un trait. Les premiers signes sont apparus vite. Sueur froide, palpitations, un râle qui a déchiré la nuit. Antoine a paniqué, appelant les urgences tandis que je composais un air serein, feignant l'horreur. Les pompiers sont arrivés, sirène hurlant contre les vagues, et l'ont emmenée à l'hôpital de Caen. Elle est morte à l'aube, les lèvres bleues, les yeux vitreux fixés sur moi comme une accusation muette. La police m'a interrogé sur place, dans le salon aux meubles Louis XV, qui sentait le passé moisi. « Madame Moreau, vous avez préparé le dîner. » J'ai hoché la tête, muette, tandis qu'Antoine sanglotait dans un coin, son masque de veuf éploré fissuré par la peur. Les analyses ont révélé le poison, et les soupçons se sont portés sur moi. La sœur aînée, l'épouse possessive, celle qui gérait les finances. Antoine a témoigné contre moi, jurant que nous nous disputions souvent, que j'étais instable. Le scandale a éclaté dans le monde, meurtre familial à Deauville, la galeriste Élise Moreau en garde à vue. J'ai été arrêté, menotté comme une vulgaire criminelle, emmené à la préfecture sous les flashs des paparazzis. Assise dans ma cellule, avec ses murs froids et son odeur de désinfectant, j'ai ri pour la première fois depuis des mois. Camille était morte, mais Antoine vivait encore, rongé par le doute. Il se demandait si j'avais su, si c'était intentionnel. Et moi? J'avais gancé le crime pour elle, par accident, mais la vengeance ne faisait que commencer. Le procès approchait, et avec lui, la révélation du vrai propriétaire, non pas de la maison, mais de cette histoire tordue que j'allais démêler trade par trade. Le tribunal de grande instance de Paris, ce palais de justice aux colonnes néoclassiques qui domine l'île de la Cité, m'a accueilli comme une vieille amante vengeresse. J'étais là, flanqué d'avocats en robe noire, face à un jury de Parisiens ordinaires. Des employés de banque au regard las, des mères de famille aux lèvres pincées, des retraités qui sentaient encore l'odeur du tabac gitane. L'accusation hurlait au parricide sororal, brandissant des photos de Camille sur son lit d'hôpital, pâle comme un tableau de Whistler. Élise Moreau, une femme consumée par la jalousie, a ôté la vie à sa propre sœur pour un amour mal placé. Tenait le procureur, un homme au menton fuyant nommé Duval, avec l'accent traînant du sud-ouest. Antoine était le témoin star, assis dans le box des parties civiles, vêtu d'un costume sombre qui accentuait sa pâleur. Il a défilé ses mensonges avec l'aisance d'un acteur de la Comédie Française. Élise changeait, elle devenait paranoïaque. Elle accusait Camille de tout, de voler notre bonheur. Les flashs crépitaient, et je voyais les titres se former dans l'esprit des journalistes. Le mari brisé pleure sa belle-sœur empoisonnée. Mais sous la table, mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes, traçant des croissants de lune sanglants. Je savais la vérité, cette bile amère que je garderais pour le moment propice, comme un vin de garde qu'on ne décapsule pas trop tôt. Les audiences se succédaient comme les averses d'automne sur les boulevards. Mon avocat, maître Laurent, un loup gris aux tempes argentées, plaidait l'accident. Ma cliente a acheté des plantes pour son jardin,
ignorant leur toxicité. Un tragique malentendu familial. Mais les preuves s'accumulaient. L'herboriste avait été interrogé, admettant une vente inhabituelle, et le doute planait comme un corbeau sur la tour Eiffel. Les nuits en détention provisoire étaient un supplice. Le bruit des clés qui claquent, les ronflements des codétenus, une maghrébine volubile qui me racontait ses amours contrariés à Barbès. Je rêvais de Camille, de son rire cristallin lors de nos Noëls à la campagne, où nous chantions des chansons de Piaf autour du sapin. Était-ce de l'amour fraternel que j'avais tué, ou un monstre que j'avais libéré? Pourtant, au milieu de cette boue judiciaire, des fissures apparurent dans le bastion d'Antoine. Il visitait souvent la prison, prétextant le soutien conjugal, mais ses yeux trahissaient la terreur. « Élise, dis-moi la vérité. As-tu » Je le fixais, muette, laissant le silence s'étirer comme une toile de Rothko, chargée de non-dits. Lors d'une de ses parloirs, il a craqué. C'était une erreur, Camille et moi. On voulait juste l'argent. La maison en Normandie, c'est tout. J'ai souri, un rictus qui l'a fait reculer. Le vrai propriétaire, Antoine, c'est moi. Et je vais le prouver. Il est parti blême, et j'ai su que la graine était plantée. Dehors, le scandale enflammait les cafés du quartier latin. Des intellectuels débattaient de la femme fatale française, comparant mon cas à celui de Landru ou de Violette Nozière. Des féministes criaient à l'injustice patriarcale, arguant que j'étais victime d'un mari manipulateur. D'autres, plus conservateurs, me voyaient comme une Médéa moderne, une matricide par procuration. Les réseaux sociaux, ce cloaque numérique, grouillaient de théories. Meurtre d'Oville, avec des mèmes de moi en sorcière versant du poison dans un calice. Et au milieu de ce chaos, un allié inattendu émergea. Sophie, une ancienne cliente de la galerie, une veuve riche au bijou Cartier qui haïssait Antoine pour des affaires passées. Elle m'a fait passer des documents par l'intermédiaire de mon avocat. Des preuves de fraude immobilière, des transferts occultes vers des comptes offshore au Caïman. Avec ces armes, j'ai contre-attaqué lors d'une audience clé. Maître Laurent a présenté les relevés. Regardez, mesdames et messieurs les jurés. Monsieur Moreau a siphonné 200 000 € de la galerie pour des voyages d'affaires avec la victime. Le tribunal a murmuré, et Antoine a bondi. C'est faux. Élise ment pour se venger. Mais le doute s'insinuait, venimeux comme la digitale. Le procureur a riposté en dépeignant Antoine comme un saint éploré, lisant une lettre d'amour de Camille trouvée dans ses affaires. Une missive larmoyante sur notre amour impossible, protégé par Élise. J'ai failli vomir. C'était le twist qu'ils avaient prévu pour me discréditer, me faire passer pour la méchante sœur aigrie. La tension montait, palpable comme l'humidité des sous-sols de la conciergerie. Antoine changeait, devenait nerveux, buvant trop de cognac lors des réceptions mondaines où il se montrait encore. J'apprenais par Sophie qu'il fréquentait des bars louches de Pigalle, cherchant du réconfort dans les bras d'inconnus. Une nuit, il m'a appelé en pleurs. « Je ne dors plus, Élise. Camille me hante. Et si c'était moi qui avais bu ?» J'ai ri doucement dans le combiné. Peut-être que la prochaine fois, ce sera le cas. Il a raccroché, terrifié, et j'ai su que mon emprise psychologique fonctionnait. La vengeance n'est pas physique, mes amis. C'est une araignée qui tisse sa toile dans l'esprit de la proie. Puis vint le jour fatidique, celui où tout a basculé. L'audience sur la propriété. Le juge, une femme austère nommée Bertrand, aux lunettes en écaille rappelant Simone de Beauvoir, a demandé « Qui est le vrai propriétaire de la demeure de Deauville ?» Antoine s'est levé, triomphant, produisant un faux acte notarié falsifié par un complice véreux. Moi, Excellence. Élise l'a cédé en toute connaissance. Le tribunal a retenu son souffle. C'est là que j'étais assise, juste là, sur le banc des accusés, et j'ai sorti ma carte maîtresse. Par l'intermédiaire de Laurent, j'ai fait projeter des emails interceptés, la preuve irréfutable de leur complot, avec des détails crus sur l'empoisonnement prévu pour moi. Lisez, Excellence. Ils voulaient me tuer pour cette maison. Le chaos a éclaté. Antoine a nié, hurlant des insanités, accusant un hacking russe. Le procureur a blêmi, et le jury a divisé en murmures. Étais-je victime ou bourreau? Avais-je tué Camille par accident, ou était-ce une justice poétique? Les médias ont explosé. Twist au procès Moreau, le mari complice. Antoine a été arrêté sur le champ pour complicité de meurtre et fraude, menotté devant moi, ses yeux implorant pardon. J'ai tourné la tête, fixant la verrière du tribunal où la lumière de midi filtrait comme une absolution douteuse. Libéré sous contrôle judiciaire, j'ai regagné l'appartement, ce mausolée de souvenirs. La Seine coulait en bas, indifférente, emportant les secrets vers l'océan. Mais la vengeance n'était pas achevée. Antoine croupissait en cellule, et je tenais les rênes. Pourtant,
Un vide béant s'ouvrait en moi. Étais-je vengé, ou simplement plus seul qu'avant? Les nuits suivantes, je marchais le long des quais, inhalant l'odeur de pain frais des boulangeries matinales, me demandant si la trahison forge ou détruit. La liberté conditionnelle avait un goût de cendre, comme ces cigarettes blondes que l'on fume en cachette sur les terrasses de Montmartre, en contemplant les toits de zinc sous un ciel plombé. Paris m'accueillait à bras ouverts, mais ses rues familières me paraissaient étrangères, hantées par l'ombre de Camille. Les gens me dévisageaient dans le métro, ligne 1, direction la Défense, chuchotant « c'est elle, la empoisonneuse ». J'avais repris la galerie, mais les clients se faisaient rares. Qui achèterait un monnaie à une femme accusée de fratricide? Sophie était mon roc, m'invitant à des dîners intimes dans son hôtel particulier du 16e, où le foie gras fondait sur la langue comme un baume éphémère. « Tu es une survivante, Élise », me disait-elle, ses yeux verts pétillants de malice. Mais survivre, est-ce vivre? Antoine, de son côté, pourrissait au dépôt de la préfecture, attendant son procès pour fraude et tentative de meurtre. Les visites conjugales étaient un calvaire. Séparés par une vitre blindée, nous parlions à travers un combiné graisseux. Au début, il suppliait « Élise, pardonne-moi ». C'était la passion, un moment de folie. Je l'écoutais, impassible, notant chaque tremblement de sa voix, chaque goutte de sueur sur son front. Puis, la rage l'a consumé. « Tu es un monstre. Tu as tué Camille pour me punir. » J'ai ri, un éclat sec comme le craquement d'une baguette fraîche. « Non, mon amour. Je t'ai sauvé. Si elle avait vécu, c'est toi qui aurais bu le poison. » Il raccrochait, fou de rage, et je rentrais chez moi, le cœur plus lourd qu'un sac de livres de la librairie Shakespeare & Company. Mais Antoine n'était pas seul dans sa chute. Son empire immobilier vacillait. Les investisseurs qataris avaient fui, flairant le scandale, et les créanciers talonnaient comme des vautours sur les Champs-Élysées. J'ai accéléré le processus, anonymement. Des fuites à la presse, des documents trouvés, remis à un journaliste de Libération. Bientôt, les unes titraient « L'Empire Moreau s'effondre, dette et trahison ». Il m'a écrit une lettre depuis sa cellule, une prose larmoyante sur du papier pelure. « Tu me détruis, Élise. » Pourquoi? Une maison en Normandie. J'ai brûlé la lettre dans la cheminée de l'appartement, regardant les flammes danser comme des diables au sabbat. La vengeance prenait une tournure plus intime, plus UAM. J'ai décidé de le confronter dans son élément. La maison de Deauville, ce vrai propriétaire qui avait tout déclenché. J'y suis allé seul, un week-end de novembre balayé par les vents d'équinoxe, la mer grise claquant contre les galets comme un reproche. La bâtisse grinçait, ses volets claquant au rythme de mes souvenirs. J'ai fouillé les greniers, exhumant des lettres jaunies de nos parents, des photos de Camille enfant, nue sous les pommiers, riant aux éclats. Des larmes ont coulé, chaudes et amères, et pour la première fois, le doute m'a assailli. Étais-je la victime ou la continuatrice de cette malédiction familiale, la trahison comme héritage normand? De retour à Paris, un coup de théâtre m'attendait. Maître Laurent m'a convoqué, Antoine a un alibi. Un témoin affirme qu'il n'était pas avec Camille ce soir-là. Et il contre-attaque, il dit que tu as tout orchestré pour l'héritage. Mon sang s'est glacé. Le serpent avait mué, luttant pour sa survie. Les auditions ont repris, plus féroces. Antoine, libéré sous caution grâce à un oncle corse, paradait en avocat vedette, accusant ma folie héréditaire. Notre mère avait eu des épisodes dépressifs, amplifiés pour l'occasion. Le public se divisait. Certains me voyaient comme une Ophélie empoisonnée, d'autres comme une Lady Macbeth parisienne. Les débats télévisés sur France 2 enflammaient les soirées. Élise Moreau, victime ou criminelle? La tension culminait lors d'une confrontation au tribunal. Face à face, séparés par le juge Bertrand, nous nous sommes toisés. « Dis la vérité, Antoine », ai-je murmuré, assez fort pour que le micro capte. Il a souri, carnassier. « La vérité? C'est toi qui as acheté le poison, Élise. Pour nous deux. » Le mensonge était si audacieux qu'il en devenait plausible, et le jury a froncé les sourcils. J'ai riposté par une preuve irréfutable, un enregistrement audio, capturé par un mouchard que Sophie avait placé dans sa voiture. Sa voix, claire comme un vin de Sancerre. « Camille, une fois Élise partie, la maison est à nous. On la noie dans la baignoire, comme un accident. » Le silence a suivi, puis l'orage. Cris, adjournements, Antoine emmené menotté à nouveau. Pourtant, la victoire était pyrrhique. Cette nuit-là, seul dans l'appartement, j'ai reçu un appel anonyme. « Tu crois que c'est fini? Il a des amis puissants. » Une voix rauque, peut-être un flic corrompu ou un notaire véreux. La paranoïa s'installait, ombre sœur de la vengeance. Je barricadais les portes, vérifiais les verrous comme une recluse de province. Paris, ma ville amour, devenait un labyrinthe hostile,
ces ruelles sombres peuplées de fantômes. Camille suppliante, Antoine ricanant, nos parents spectres. Le point de non-retour arriva lors d'un gala à l'Opéra Garnier, où Sophie m'avait traîné pour montrer le visage. Vêtu d'une robe dior noire, fendue comme une plaie, je descendais les escaliers de marbre sous les lustres de cristal. Antoine était là, en liberté provisoire, escorté par son oncle, un homme au regard d'acier forgé dans les vignes de Bordeaux. Nos yeux se croisèrent au milieu de la foule en smoking et perles. Il s'approcha, un verre de champagne à la main. Elise Streve. Pour l'image. Son souffle puait le whisky. J'ai renversé mon verre sur sa chemise. Trêve, comme celle que tu offrais à Camille dans nos draps. Les invités ont murmuré, et il m'a giflé, un claquement sec qui a résonné comme un coup de feu. Le scandale a rebondi, me victimisant aux yeux du monde. Mais en rentrant, un colis m'attendait, une fiole vide de digital, avec une note, « La prochaine est pour toi ». La peur, cette vieille compagne, m'a étreinte. Était-ce Antoine, ou un de ses sbires? J'ai appelé Laurent, qui a alerté la police. Les nuits devinrent des veilles armées. Un pistolet chargé dans le tiroir de la table de nuit, hérité de père en fils Moreau. La vengeance, je le réalisais, n'apportait pas la paix. Elle engendrait des monstres, et le mien se reflétait dans le miroir, avec des cernes plus profonds que la Seine. Pourtant, je ne fléchirais pas. Le procès d'Antoine approchait, et j'avais une arme ultime. La confession de Camille, enregistrée secrètement lors d'une de leurs disputes, où elle avouait tout. Antoine me force, Élise ne doit jamais savoir. C'était le clou dans son cercueil. Mais au fond de moi, une voix murmurait. Et si la trahison était plus profonde? Et si notre mère avait su, elle aussi, pour un secret familial enterré sous les pommiers? Le palais de justice, ce colosse de pierre taillé dans les rêves de révolutionnaires, vibrait d'une tension électrique lors du procès d'Antoine. J'étais cité comme témoin, assise dans la salle comble où l'air sentait le vieux bois et la sueur anxieuse. Les jurés, ces bourgeois anonymes aux cravates trop serrées, scrutaient chaque mot comme des œnologues un grand cru. Antoine, amaigri, les traits tirés comme un paysage de Van Gogh tourmenté, niant tout avec une ferveur messianique. Je suis innocent. Élise m'a piégé, elle et sa sœur étaient complices dans une arnaque à l'assurance. Son avocat, un requin du barreau nommé Duvalet, Ironie, même nom que le procureur précédent, agitait des faux documents pour le blanchir. Le procureur, une femme acérée aux cheveux coupés courts, a démonté ses mensonges pièce par pièce. Les transferts bancaires, les hôtels du Marais, et surtout l'enregistrement de Camille. Sa voix a rempli la salle, éthérée et brisée. « Antoine, arrête. Si Élise la prend, elle nous déshéritera. Et pour la maison, on ne peut pas la tuer comme ça. » Un hoquet collectif a parcouru l'assemblée. Des femmes ont pleuré, des hommes ont détourné les yeux. Antoine s'est affaissé, son masque de preux chevalier craquelé. C'est du montage. Une voix synthétique. A-t-il hurlé, mais le doute était semé, irrémédiable comme une tache de vin sur un tapis persan. Mon tour est venu. Montant à la barre, les jambes tremblantes sous ma jupe crayon grise, j'ai affronté son regard. Un mélange de haine et de désespoir qui m'a presque attendri. Madame Moreau, relatez les faits, m'a invité le juge Bertrand, sa voix coupante comme un sécateur. J'ai parlé, d'une traite, comme si je récitais un poème de Baudelaire. La découverte des messages, les plans ourdis, l'empoisonnement accidentel. Je visais Antoine, excellence. Camille a bu par jalousie, pensant que c'était du poison pour moi. Le tribunal a frissonné. Étais-je justicière ou assassin? Les féministes dans la salle ont applaudi discrètement, tandis que les conservateurs fronçaient les sourcils. Une décision controversée, murmura un journaliste à côté de Sophie. Antoine a contre-attaqué depuis le box. Mensonge. Élise savait pour Camille et moi. Elle nous haïssait tous les deux. Son oncle, assis au premier rang, hochait la tête avec vigueur, un homme habitué au vendetta corse où le sang paie le sang. Mais j'avais gardé le meilleur pour la fin, le testament de notre mère, exhumé des archives notariales de Caen. Le vrai propriétaire n'est ni Antoine ni moi. C'est Camille. Ou du moins, c'était censé l'être. Maman avait tout légué à elle, en secret, pour la protéger de mon ambition. Point. Le twist a frappé comme un coup de tonnerre. Apparemment, notre mère, soupçonnant les infidélités d'Antoine dès nos fiançailles, avait rédigé un codicille. La maison à Camille, la galerie à moi, avec clause de non-aliénation. Antoine et Camille le savaient, et c'est pour cela qu'ils complotaient mon élimination, non pour l'héritage total, mais pour forcer une vente forcée. Le chaos a régné. Antoine a bondi, renversant son verre d'eau. Traîtresse. Ta mère nous haïssait tous. Le juge a fait évacuer la salle, mais le mal était fait. Les médias titraient « Secret de famille explosif », la mère complice. Moi,
J'étais abasourdi. Maman, cette femme au chignon impeccable et aux recettes de blanquettes transmises comme des reliques, m'avait trahi à son tour? Les nuits suivantes, j'ai fouillé les lettres anciennes, trouvant des allusions voilées. Protège Camille de l'ambition d'Élise, qui ressemble trop à son père. Un nouveau serpent dans le jardin d'Éden normand. La vengeance atteignait son apogée lors d'une confrontation finale, autorisée par le tribunal pour réconciliation. Dans une salle aux murs capitonnés, sous surveillance, Antoine et moi nous sommes retrouvés. Il était brisé, les yeux injectés de sang. Pourquoi, Élise, on pouvait divorcer proprement. J'ai approché mon visage du sien, séparé par la vitre, parce que tu as touché à ma sœur. Et à ma famille. Il a ri, un son rauque. Ta sœur? Elle m'aimait plus que toi. Et ta mère? Elle savait que tu étais froide, incapable d'aimer. Ces mots m'ont lacéré, mais j'ai riposté. Le froid forge l'acier, Antoine. Et le tien va te consumer. Dehors, le vent de décembre fouettait les quais, emportant les feuilles mortes vers l'océan. Sophie m'a emmené dîner chez l'ami Louis, ce bistrot ancestral où les steaks frites dégoulinent de beurre. Tu as gagné, ma chère. Il prendra 20 ans. Mais la victoire avait un arrière-goût amer. Les rêves de Camille me hantaient, elle, suppliante, me tendant une main pâle. Étais-je vengeresse ou parricide? Les débats publics s'enflammaient, pétitions pour ma relaxe, manifestations contre la justice patriarcale. Même le président, dans une allocution vague, a évoqué les drames familiaux de la France profonde. Pourtant, un dernier acte se profilait. Antoine, sentant la faim, a tenté le suicide en cellule. Une lame de rasoir sur les poignets, du sang sur les draps comme une toile abstraite. Il a survécu, mutilé, et m'a fait passer un message. Viens me voir. J'ai un secret sur ta mère. Curiosité ou piège? J'ai cédé, visitant l'infirmerie de la prison de Fresnes, ce purgatoire aux murs ocres. Allongé sur son lit, bandagé, il a murmuré. Ta mère n'est pas morte en accident. C'était Élise. Non, Camille et moi. On a saboté les freins pour l'héritage. Le monde a basculé. Ma sœur, mon bourreau, avait tué notre mère? Pour de l'argent? La révélation m'a plié en deux, vomissant bile et regret. Antoine riait faiblement. Maintenant, tu sais. On est pareils, toi et moi. Des monstres. Les gardes l'ont emmené, et je suis sorti dans la cour de la prison, sous un ciel de plomb, hurlant en silence. La vengeance, cette muse cruelle, avait tourné sa lame contre moi. Retournant à Deauville, j'ai brûlé les papiers de propriété dans la cheminée, regardant les flammes dévorer le vrai propriétaire. La maison était à personne, comme mon âme. L'hiver s'abattait sur Paris comme un linceul, les flocons dansant sur les lumières de Noël du boulevard Haussmann, ironiques dans leur joie factice. Le verdict est tombé un matin de janvier, glacial. Antoine condamné à 25 ans pour complot de meurtre et fraude aggravée, plus 5 pour tentative de suicide déguisée en évasion, une ruse avortée pour accuser un gardien. La salle d'audience a applaudi, un tonnerre étouffé, tandis que je restais figé, les mains croisées sur mes genoux, un sourire figé sur les lèvres. Libéré de toute charge, acte de légitime défense psychologique, avait plaidé Laurent, j'étais officiellement innocente. Mais l'innocence, cette notion bourgeoise, sonnait creux dans le vide de mon cœur. Les médias m'ont fêté comme une héroïne tragique. Interview sur CNews où je récitais des platitudes sur la résilience française, portrait dentelle comme la veuve noire vengée. Sophie organisait des cocktails dans son salon lambrissé, toast au foie gras et champagne Dom Pérignon, où des artistes oubliés me courtisaient pour des expositions sur la trahison. J'ai vendu la galerie, convertissant les monnaies en liquidités froides, et acheté un petit appartement à Montparnasse, près du cimetière où reposaient nos parents, et maintenant, Camille, dans une tombe anonyme payée de ma poche, ornée d'une plaque, à ma sœur, traîtresse aimée. Mais la paix fuyait, évanescente comme la brume sur la Seine au lever du jour. Les nuits étaient peuplées de fantômes. Maman, le visage tordu dans l'accident qu'elles avaient causé. Camille, les lèvres empoisonnées murmurant « pardon ». Antoine, en cellule, ourdissant peut-être une revanche posthume. J'ai sombré dans une mélancolie à la mode proustienne, lisant des volumes de la Pléiade jusqu'à l'aube, buvant du calvados normand pour noyer les souvenirs. Un psy, recommandé par Sophie, un barbu freudien du VE arrondissement, disséquait mes rêves. Vous portez le deuil de la trahison, Madame Moreau. Mais qui trahissez-vous vraiment? Vous-même. Le twist final, ce coup de poignard dans les reins, est survenu lors d'une visite impromptue à Fresnes. Antoine, apprenant ma présence par un gardien véreux, exigeait une dernière confrontation. Pour clore le chapitre, avait-il écrit. Contre l'avis de Laurent, j'ai accepté, traversant les couloirs humides qui sentaient le désespoir et le chou bouilli.
Il était là, derrière la vitre, plus maigre qu'un moine carmélite, les poignets cicatrisés comme des cartes à jouer usées. « Élise, a-t-il commencé, la voix rauque, j'ai menti. Ta mère. Ce n'était pas nous. C'était toi. Tu as vu l'accident, tu n'as rien dit pour l'héritage. » Mensonge ou vérité? Mes souvenirs d'enfance affluaient. Cette nuit de brouillard, le virage, les phares défaillants que j'avais ignorés après une dispute avec maman sur mon mariage imminent. Avais-je saboté les freins moi-même, dans un accès de rage adolescente? Le doute m'a submergé, un raz-de-marée normand. Tu mens pour me briser, ai-je soufflé, mais il a ri, regarde les rapports d'autopsie. Tes empreintes sur les câbles. J'ai fui la prison, courant sous la pluie battante, les rues de banlieue se muant en labyrinthe. De retour chez moi, j'ai fouillé les archives familiales, exhumant le dossier jauni. Oui, une mention effacée, mes empreintes adolescentes sur les freins usés. Étais-je la source de tout? La trahison originelle, la pomme empoisonnée du jardin? Le dénouement s'est imposé lors d'un pèlerinage à Deauville, la maison vendue à un couple anglais ignorant, mais le jardin intact sous les pommiers nus. Assise sous les branches tordues, le vent salé fouettant mes joues, j'ai pleuré, non pour les morts, mais pour la vie volée. La vengeance avait révélé non pas leur monstre, mais le mien. Une femme forgée dans le silence et la cupidité, gançant les crimes des autres pour masquer les siens. J'ai brûlé les derniers documents, les flammes illuminant la nuit comme un bûcher purificateur. Antoine moisirait en prison, Camille reposait en paix maudite, maman pardonnait peut-être du ciel normand. Est-ce une fin heureuse? À la française, non, ambiguë, teintée de mélancolie, comme un film de Truffaut où l'amour finit en haussement d'épaule. J'ai émigré à Provence, dans un mas isolé près d'Avignon, entouré de lavandes et de vignes, peignant des toiles abstraites, des tourbillons de rouge et noir, trahison en couleur. Sophie visite, nous buvons du rosé en riant de Paris. Parfois, une lettre d'Antoine arrive, suppliante, libère-moi de tes souvenirs. Je la jette au feu. Et vous, lecteur, qui jugez-vous? La victime vengée ou la criminelle éternelle? Le vrai propriétaire de cette histoire n'est ni maison ni cœur, mais le vide que laisse la rancune. Assise là, sous le soleil provençal, je souris enfin, tout a changé, et rien n'a changé. La vie continue, âmement française.